Et donc quand j'ai commencé vraiment avec la nutrition, au fur et à mesure de mes accompagnements, une question s'imposait à moi. La question c'était vraiment si l'anxiété loge dans le corps, pourquoi chacune de ces personnes aux pathologies si différentes font toute l'expérience de l'anxiété. Il y en a qui ont de l'eczéma, il y en a qui ont une maladie auto-immune, d'autres ont des problèmes digestifs. Et au premier abord, ça n'a pas de sens. Et en fait, si, ça a du sens, parce que la réponse, c'est le terrain, qui est le même, et qui est l'inflammation chronique. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Bienvenue dans cet épisode, on est toujours dans notre série Santé mentale optimale. Je dis notre parce que je suis pas toute seule dans le podcast et je veux faire une dédicace ici. C'est bien moi qui crée, écrit, enregistre les épisodes bien sûr, mais il y a aussi Lucille qui prend soin du montage audio, Louise à la vidéo qui s'assure que ce contenu qui est hyper précieux soit partagé aussi sur les réseaux et Mathilde, mon mari, qui programme tout ça pour que ça sorte à temps. Donc je prends le temps de leur envoyer un immense merci parce que c'est hyper important et que sans eux, je ne pourrais pas t'offrir ces épisodes réguliers. Donc c'est avec une gratitude infinie que je commence cet épisode. Cet épisode est un remix, bien remixé, de l'épisode sur l'inflammation. Je me suis replongée dans le sujet, apporté des modifications, j'ai apporté des mises à jour, j'ai ajouté des références d'études et je l'ai enregistré à nouveau pour que vous ayez la vidéo aussi parce que à l'époque, on n'avait pas le format vidéo, mais maintenant on est sur YouTube, donc Pas de soucis est aussi en vidéo. Je ferai une annonce super spéciale à la fin de l'épisode, donc reste avec moi. Ça va être un petit peu plus scientifique que d'habitude, mais toujours très clair comme épisode, donc c'est parti. Je vais redonner un petit peu de contexte ici. Donc moi, j'ai commencé ma pratique dans le bien-être et la santé en tant que coach de santé. Peut-être je vais dire un petit mot sur le coaching de santé, parce que c'est pas encore très développé en France, mais pour moi, c'est vraiment l'avenir de la médecine intégrative, la parfaite union entre médecine conventionnelle qui, sait soigner les urgences, mais ne regarde absolument pas ce qu'on fait au quotidien, alors que si tu fais quelque chose tous les jours, l'impact, il est énorme, et une pratique plus holistique et préventive. Le coach de santé, il est formé en nutrition fonctionnelle, il a une vision vraiment globale, personnalisée, suivie de ta santé. Pour moi, tout le monde devrait avoir son médecin et son coach de santé, et pas attendre d'être malade, être vraiment dans quelque chose de proactif. Je crois, j'ai foi que ça va venir. On n'en est pas encore là, mais ça va venir. Donc, dans ma pratique de coach de santé, je me retrouvais tout le temps face au stress, à l'anxiété des personnes. Et c'est vraiment deux éléments que je retrouvais sous des formes différentes chez toutes les personnes que j'accompagnais, comme un fil rouge tissé entre une personne qui a de l'eczéma, une personne qui a une maladie auto-immune, une personne qui a de l'endométriose, donc des personnes avec des maladies, des pathologies, des symptômes très différents. Et pourtant, c'était, exactement, c'est ça, ce fil rouge, toujours là, l'anxiété, le stress chronique. J'ai été formée par Rachna Shashi, une femme indienne absolument exceptionnelle, PhD en nutrition holistique, et elle insistait beaucoup, j'imagine que c'est toujours le cas, sur on dit le stress management en anglais, donc le management du stress, la réduction du stress. Sauf que si tu suis mon travail depuis un moment maintenant, tu le sais, il suffit pas de demander à une personne de réduire son stress ou de se calmer quand elle a de l'anxiété. Ça marche pas comme ça. Sinon, il y aurait pas plus de 90 épisodes dans ce podcast et moi, je pourrais aller me reposer. Quand je parle de stress, je parle vraiment du stress chronique. Okay, c'est pas je suis stressée parce que j'ai une présentation demain, il y a des enjeux et puis après ça va redescendre. Une fois que c'est passé, je reviens à une baseline de calme. Non, pour la plupart, c'était vraiment le résultat de la dérégulation sous-jacente du système nerveux autonome, une dérégulation qui s'était installée de façon insidieuse avec les années et qui fait que les personnes vivent avec une anxiété ancrée profondément. Souvent, ce que je voyais, c'est que la personne se rendait même plus compte qu'elle était anxieuse, ou elle s'était résignée. Une sorte de « ah bah, c'est comme ça de toute façon » ou « c'est ma nature ». Vraiment cette
cette posture d'impuissance d'un système traumatisé, en fait, qui a même plus l'énergie de se battre. Et donc, quand j'ai commencé vraiment avec la nutrition, au fur et à mesure de mes accompagnements, une question s'imposait à moi. La question, c'était vraiment si l'anxiété loge dans le corps, pourquoi chacune de ces personnes aux pathologies si différentes font toute l'expérience de l'anxiété. Il y en a qui ont de l'eczéma, il y en a qui ont une maladie auto-immune, d'autres ont des problèmes digestifs. Et au premier abord, ça n'a pas de sens. Et en fait, si, ça a du sens, parce que la réponse, c'est le terrain, qui est le même, et qui est l'inflammation chronique. Maintenant que je me suis spécialisée dans l'étude du système nerveux et l'accompagnement de l'anxiété, je peux témoigner de la même chose, mais dans l'autre sens, finalement. Il n'y a pas une personne qui vient à moi en voulant se libérer de l'anxiété qui n'a pas des problèmes digestifs, des problèmes de peau, qui ne dort pas bien, voilà, qui a des insomnies, des troubles du sommeil, ou qui a des douleurs chroniques inexpliquées, ou une maladie auto-immune. Ok, donc je rencontre la même chose, mais comme l'inverse, parce que ma porte d'entrée, elle est autre, mais le constat, il est exactement le même. Il y a plein d'études d'ailleurs aujourd'hui qui font le lien entre les affections chroniques et l'anxiété. Il y a une étude de 2017 notamment qui a été publiée dans le journal General Hospital Psychiatry qui a étudié des personnes dans 42 pays différents et qui a vraiment fait le lien entre les conditions physiques chroniques, ils appellent ça, et l'anxiété. Le livre qui m'a ouvert les yeux sur le sujet, c'était vraiment The Ultramind Solution de Mark Hyman, qui est un best-seller aux États-Unis sur le lien entre l'alimentation, le mode de vie et la santé mentale. J'ai dû lire peut-être il y a 4 ans maintenant, ce livre, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Maintenant, son contenu, c'est comme une évidence pour moi, mais quand je l'ai lu, je me souviens que j'ai commencé à avoir à nouveau de l'espoir en me disant « il y a quelque chose à faire ». Il y a quelque chose à faire. Je connaissais pas encore du tout le travail sur le trauma à ce moment-là. Et je crois que j'ai de la gratitude d'avoir découvert les choses dans cet ordre-là parce que même si ce que je transmets aujourd'hui, c'est vraiment le travail somatique, le travail de régulation, le travail sur les traumas, j'ai toujours la physiologie dans un coin de ma tête aussi. Mark Hyman, il dit par exemple que 90% des personnes ne sont pas prêtes physiologiquement à aller chez le psy. Et il a raison, parce qu'on peut parler pendant des heures, si t'es complètement inflammé, si tes hormones sont en vrac, si tu manques des nutriments essentiels, en parler ne va absolument pas aider. C'est exactement ça, la physiologie n'est pas prête, et même du travail somatique en fait, à recevoir la thérapie. Donc allons dans le cœur du sujet, l'inflammation c'est quoi ? La définition du Larousse, le dictionnaire nous dit quoi ? Nous dit que c'est un ensemble de phénomènes de défense de l'organisme contre une agression, un traumatisme, une infection, pouvant se manifester par différents signes. Douleur, tuméfaction, chaleur, rougeur, etc. Donc ça c'est très général, moi j'aime bien revenir aux définitions du dictionnaire quand même, ça aide toujours, mais pour bien comprendre le phénomène de l'inflammation, c'est essentiel de distinguer entre inflammation aiguë et inflammation chronique, parce qu'on ne parle pas du tout de la même chose. L'inflammation aiguë, c'est un mécanisme naturel du corps. La définition du Larousse, ça désigne plutôt l'inflammation aiguë. Okay ? Le corps qui, après la bataille contre un événement extérieur malvenu, donc une bactérie, un virus, une blessure, etc., il va permettre la guérison. Le phénomène, c'est vraiment, j'ai une bonne grippe, j'ai de la fièvre, je me repose et je suis à nouveau sur pied. Okay ? Pas de séquelles, pas de symptômes qui se prolongent, je suis guérie. Ça, c'est l'inflammation aiguë. Et puis de l'autre côté, on a l'inflammation chronique. L'inflammation chronique, elle est déclenchée par un stimulus continu. Un stimulus continu, ça peut être le stress chronique, ça peut être une alimentation qui est inappropriée, ça peut être plusieurs épisodes d'inflammation aiguë aussi qui n'ont pas été complètement résolus. Et donc, l'inflammation chronique, elle ne connaît pas de répit. En fait, elle empêche l'organisme d'entrer dans la phase de réparation, dans la phase de guérison. Donc, briser ce cercle vicieux de l'inflammation chronique, c'est essentiel pour guérir. Donc, la grande différence, c'est quoi ? C'est que dans l'inflammation aiguë, il y a une phase de guérison. L'inflammation aiguë, elle est suivie par une phase de guérison. Dans l'inflammation chronique, il n'y a jamais cette phase de guérison. C'est continuel. Donc nous, ce dont on va parler dans cet épisode, c'est ce phénomène d'inflammation chronique. Je vais vous expliquer les grandes lignes avec le plus de clarté possible dans cet épisode. Si tu veux revenir sur ces notions, si tu veux avoir des conseils concrets, des recettes, un véritable guide, je te renvoie vers mon livre « Passer au mode de vie anti-inflammatoire ». Ce livre, c'est le seul livre sur le sujet qui mêle des explications basées sur des études scientifiques super accessibles et des points d'action concrets que tu peux mettre en pratique tout de suite dans ton quotidien. Quand je l'ai écrit il y a 3 ans, ce livre, j'ai vraiment écrit en me disant une personne qui veut se lancer dans le mode de vie anti-inflammatoire,
qu'est-ce qu'elle a besoin de savoir pour comprendre ce qu'elle est en train de mettre en place en termes de nouvelles habitudes, et par où est-ce qu'elle doit commencer pour mettre toutes les chances de son côté. Ça, c'était vraiment les 2 questions qui m'habitaient. Parce que moi, je crois 2 choses fondamentales si on veut initier des changements dans son mode de vie pour atteindre ses objectifs de santé. Il faut comprendre pourquoi on fait les choses. La connaissance, c'est le pouvoir. Il faut que ce soit simple. Toutes les pratiques du livre jusqu'aux recettes sont vraiment simples. Simples, mais si tu les mets en place, elles deviennent vraiment une fondation, un socle, elles deviennent les gardiennes de la santé. J'aime les appeler comme ça. Donc je vais te parler de l'inflammation dans cet épisode, comment elle naît, ses conséquences, pourquoi c'est si important de s'occuper de cet aspect-là quand on veut vraiment connaître un mieux-être au niveau de sa santé mentale. Et si tu veux savoir exactement par où commencer, je te renvoie au livre. Je mettrai les liens dans les show notes de l'épisode, il est disponible partout. Donc au programme, les effets de l'inflammation chronique sur le système digestif. Ensuite, on parlera des effets de l'inflammation chronique sur le milieu cérébral et donc sur le système nerveux, parce que le cerveau, on est dans le système nerveux central. Les effets de l'inflammation chronique sur l'absorption des nutriments et les effets du trauma sur le système immunitaire. Parce que quand on parle d'inflammation, c'est bien du système immunitaire dont on parle. Donc on commence avec les effets de l'inflammation chronique sur le système digestif. Inflammation chronique, santé intestinale, 2 sujets intimement liés. On ne peut pas parler de l'une sans parler de l'autre. L'intestin, c'est un organe clé, on le sait, de l'immunité du tube digestif particulièrement. La muqueuse intestinale, on parle souvent de cette perméabilité intestinale. La muqueuse intestinale, elle joue un rôle de filtre entre le contenu de l'intestin, donc ce qu'on mange, les aliments qui arrivent, et le milieu intérieur de l'organisme. Elle laisse passer les nutriments, donc les vitamines, les minéraux, les acides gras, les acides aminés. Elle laisse passer tout ça dans la circulation sanguine et elle empêche la pénétration dans l'organisme de micro-organismes, de toxines, de macromolécules, de particules alimentaires non digérées, tout ce qu'on ne veut pas qu'il aille dans la circulation sanguine. Qu'est-ce qui se passe quand la muqueuse intestinale elle est inflammée ? Les jonctions serrées de cette barrière intestinale, elles se distendent, ok ? Et donc la barrière, elle commence à laisser passer, voilà, justement, des bactéries, des indésirables, des particules alimentaires pas digérées, et le processus inflammatoire se met en marche pour défendre l'organisme contre ces indésirables. Que c'est vraiment le corps qui dit il y a quelque chose qui passe, ça ne devrait pas passer, alerte. Donc, et l'alerte, c'est quoi ? C'est le phénomène inflammatoire dans le corps. Et ça, c'est ce qu'on appelle la porosité intestinale, qui est à l'origine de l'inflammation chronique de bas grade. Et l'inflammation chronique de bas grade nourrit la porosité intestinale. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de cercle vicieux. Ici, on a vraiment ce cercle vicieux. Ici, je vais faire un parallèle entre stress chronique et inflammation chronique pour que tu puisses comprendre à quel point, du point de vue de l'évolution, on n'est vraiment pas fait pour la façon dont on vit aujourd'hui. Moi, je dis toujours qu'on s'est habitué à un environnement toxique, mais c'est pas parce qu'on s'y est habitué qu'il en est pas moins toxique. Ok ? Pour le stress chronique et l'inflammation chronique, c'est la même chose. Le stress, c'est fait pour être un moment court. Ok ? Avant, il y avait du stress, peut-être il y avait un animal à mes trousses, où il y avait des intempéries, et puis mon champ il risquait d'être inondé, donc je pouvais y aller, sauver les plantes, faire quelque chose concrètement. Okay, aujourd'hui, c'est tous ces facteurs de stress pernicieux, j'ai envie de dire, qui sont là tout le temps, et puis pour lesquels aussi on peut rien faire vraiment physiquement. Le fait que ma boîte mail elle soit pleine, qu'est-ce que je vais pouvoir faire physiquement ? Oui, je peux trier les mails, mais le seul truc physique que je fais, c'est bouger mon doigt. Il n'y a pas de décharge de l'énergie sympathique. Okay, et pour l'inflammation chronique, c'est pareil, les rythmes sont pas adaptés, les temps auxquels on mange sont pas adaptés, et il n'y a pas de jugement ici, moi je suis la reine des snacks, j'adore et prendre mon goûter, tout ça. Mais voilà, si on regarde du point de vue de l'évolution, avant il y avait des périodes de jeûne, il y avait des périodes où on mangeait pas, notre corps il est fait pour, alors un petit peu moins aujourd'hui parce que, encore une fois, on vit plus dans le même environnement, mais voilà, il y a ça, il y a la nature même de la nourriture, et ça c'est peut-être un argument encore plus fort, ok ? La nourriture n'était pas transformée. J'imagine que j'ai même pas besoin de revenir là-dessus sur la transformation de la nourriture, mais bon, je vais quand même en dire un mot. J'adore cette citation qui dit « Nous sommes nourris par l'industrie agroalimentaire qui se fiche de la santé, et nous sommes soignés par l'industrie pharmaceutique qui se fiche de la nourriture. »
Et le lien entre mauvaise santé mentale et aliments ultra transformés, il est établi aujourd'hui. Il y a une étude australienne de 2022 dans le journal Nutrients qui établit ce lien, qui dit « Une plus grande consommation d'aliments ultra transformés est associée de manière transversale à un risque accru de symptômes dépressifs et anxieux ». Cette étude, elle est super intéressante parce qu'il s'agit d'une méta-analyse. Donc, ils ont pris 17 études existantes sur le sujet. Ils ont étudié les résultats et ils ont tiré les conclusions. Donc, du coup, c'est une étude sur un bien plus grand groupe de personnes, finalement, parce que c'est 17 études ensemble que juste une étude isolée. Il y en a une autre qui a été publiée la même année aux États-Unis, cette fois, qui est aussi intéressante parce que l'échantillon, c'est 10 000 personnes sur une période de 5 ans, donc c'est pas rien, et qui conclut que les personnes déclarant des apports plus élevés en aliments ultra transformés étaient significativement plus susceptibles de déclarer une légère dépression, une plus grande insalubrité mentale et plus de jours d'anxiété par mois. Donc, association directe entre j'ai davantage de jours d'anxiété par mois parce que je mange des aliments ultra transformés. Donc je crois qu'aujourd'hui, en termes d'alimentation, il n'y a pas vraiment d'autres règles que le moins transformé possible. Ce qu'on comprend ici, c'est que le problème, que ce soit pour le stress chronique ou pour l'inflammation chronique, c'est vraiment le fait que ça ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais de temps de régénération, que ce soit pour le système immunitaire avec l'inflammation ou que ce soit au niveau du stress chronique pour le système nerveux. Or, ces deux systèmes sont intimement liés, on va le voir. Je reviens à l'inflammation. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études qui ont montré le lien entre inflammation et anxiété. Le lien entre microbiote intestinal, inflammation, santé mentale est de plus en plus étudié, donc c'est très excitant, c'est super cool. Et c'est vraiment très excitant parce qu'on n'insistera jamais assez sur l'importance de passer par le corps pour soulager les symptômes psychologiques, passer par le corps que ce soit au niveau du travail somatique ou que ce soit au niveau de la physiologie. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai pu constater dans ma pratique de coaching de santé au début. Et j'étais un peu stupéfaite au début, vous savez, genre t'y crois pas trop. Quand des personnes venaient me voir pour des problèmes physiques, à première vue, sans lien avec l'anxiété, je leur proposais un protocole pour venir soutenir la détoxification, réduire l'inflammation, réparer l'intestin. Et puis au bout de quelques semaines, la plupart des personnes, elles constataient alors un soulagement physique, mais aussi psychologique. Elles se sentaient moins agitées, moins anxieuses, plus ancrées, plus calmes, moins de brouillard cérébral, plus de clarté d'esprit. Donc il y a vraiment ce lien qui est là. Et ça ne suffit pas. Si la dérégulation sous-jacente du système nerveux elle n'est pas adressée, le corps il est constamment en mode survie et les processus de détoxification, de régénération nécessaires à la guérison des symptômes, alors qu'ils soient physiques, émotionnels, même mentaux, ne peuvent pas se faire. Je vais dans le détail de ces mécanismes avec l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, qui est l'axe de la réponse au stress, dans la série sur la biologie du trauma, particulièrement dans l'épisode 57. Donc va écouter si tu veux le détail du lien entre le travail sur le système nerveux et les symptômes physiques. Donc mon message ici, ce sera toujours celui-là, c'est que c'est les deux. Le travail somatique, le travail sur les traumas, le travail avec le système nerveux, et le travail sur la physiologie, donc tout ce qui concerne le mode de vie, l'alimentation, l'hydratation, la complémentation, l'activité physique, le temps dans la nature, etc. Je continue sur le sujet et je vais m'intéresser au milieu cérébral. Donc j'étais dans le milieu digestif et je remonte un petit peu. Vous allez voir qu'on va continuer à parler du système digestif parce que les deux sont intimement liés. On parle de l'inflammation chronique dans le corps, mais il faut savoir que le cerveau, lui aussi, peut être inflammé. Quand on parle du cerveau, on pense aux neurones. Si je te dis cerveau, tu penses neurones. On pense aux neurones qui sont responsables de recevoir et de transmettre les messages qui sont en circulation. La vérité, c'est que les neurones, ça représente seulement 10% de la masse du cerveau. Les 90% restants sont constitués des cellules gliales. C'est des cellules qui servent à la protection des neurones. C'est un peu comme la masse noire du cerveau. Il y a beaucoup plus de cellules gliales que de neurones, en réalité. Quand on a commencé à s'intéresser au cerveau pendant les 100 dernières années, on regardait que ce qui produisait des signaux électriques dans le cerveau, donc les neurones. Et c'est que depuis une vingtaine d'années qu'on s'intéresse aux cellules gliales et on s'est rendu compte qu'elles maintiennent l'homéostasie du milieu, en fait, du cerveau, le milieu dans lequel baignent les neurones, et qu'elles jouent un rôle dans l'immunité, ces cellules. Et donc, ce sont ces cellules gliales qui sont susceptibles de s'inflammer
avec pour conséquence de nombreuses affections mentales. Alors ça va de l'anxiété à la schizophrénie, en passant par l'autisme et la dépression. Il y a eu énormément de liens qui sont faits à ce niveau-là. Donc ici, si tu me suis, tu comprends que tout est lié, puisque avant que le cerveau soit inflammé, souvent c'est l'intestin qui l'est. Donc pour résumer, le lien c'est cause multifactorielle, infection, bactéries, virus, mauvaise alimentation, stress chronique, etc. On a une inflammation de l'intestin et on a une inflammation qui devient, on dit, systémique, qui se généralise, qui littéralement monte au cerveau, où là ce sont les cellules gliales dans le milieu dans lequel baignent les neurones qui sont inflammés. Donc la question maintenant c'est comment ça monte au cerveau ? Par le biais de ce qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. L'axe intestin-cerveau, on en a beaucoup parlé, donc sûrement tu as déjà entendu ce terme-là. C'est tout un réseau de communication qui relie l'intestin au cerveau. C'est pas que le nerf vague. Il y a aussi de nombreuses interactions biochimiques qui relient ces deux organes et qui font que ils sont constamment influencés l'un par l'autre. Physiquement, il y a le nerf vague, bien sûr, qui est l'un des plus gros nerfs, reliant l'intestin et le cerveau, et qu'on voit des signaux dans les deux sens. C'est vraiment une autoroute à double sens, le nerf vague. Il y a une étude intéressante sur le sujet, une étude française cette fois, sur des personnes qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable et de la maladie de Crohn. Et donc ce qu'ils ont vu, ce qu'elle a montré, cette étude, c'est que toutes ces personnes, elles avaient ce qu'on appelle un tonus vagal réduit. En fait, une diminution de la fonction du nerf vague. Donc le nerf vague qui ne fonctionne pas aussi bien qu'il devrait. Or, le nerf vague, c'est un des grands opérateurs du système nerveux parasympathique. Et donc, il participe à permettre au système nerveux de revenir en ventral après une activation. Donc, il permet au cœur de ralentir, de retrouver un rythme normal, à la digestion de se rétablir, etc. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que l'état du système digestif influence la capacité du système nerveux à retrouver son chemin vers la régulation. Je vais répéter ça parce que c'est hyper important. L'état du système digestif influence la capacité du système nerveux à retrouver le chemin de la régulation. Et inversement, dans un système qui est sous stress constant, et c'est ça la dérégulation, cette dérégulation sous-jacente, le stress inhibe les signaux envoyés par le nerf vague et provoque des problèmes gastro-intestinaux. Donc c'est tout le temps dans les deux sens. Donc tu comprends pourquoi on doit travailler sur les deux plans. Et puis au niveau biochimique, on a les neurotransmetteurs et leur lien étroit avec le microbiote intestinal. Un grand nombre de ces neurotransmetteurs sont produits par les cellules de l'intestin et les milliards, les billions de microbes qui y vivent. C'est assez connu par exemple qu'une grande partie de la sérotonine est produite dans l'intestin par exemple. La sérotonine, on l'appelle l'hormone du bonheur, et on pense que des niveaux moins élevés de sérotonine pourraient être associés à de l'anxiété, à de la dépression, même s'il n'y a pas que ça. Il y a certaines bactéries intestinales qui produisent aussi de l'acide gamma-aminobutyrique, ça c'est le fameux neurotransmetteur GABA, qui est le neurotransmetteur de la relaxation, et qui a été aussi associé à des niveaux moins élevés de peur et d'anxiété. Ce que produit aussi le microbiote, les microbes qui sont dans notre intestin, ils produisent aussi des acides gras, notamment beaucoup d'acides gras à chaîne courte. Et ils les produisent comment ? Ils les produisent en digérant les fibres. D'où l'importance d'une alimentation riche en fibres. Et ça, c'est très intéressant parce que les acides gras à chaîne courte, donc ils affectent les fonctions cérébrales, ça on le sait, c'est pas encore tout à fait clair toujours comment. En tout cas, ils inhiberaient l'inflammation de la glie, donc dans le milieu cérébral, les cellules gliales dont je parlais tout à l'heure, ça permettrait d'empêcher l'inflammation du milieu cérébral. Et je vais m'arrêter ici parce que sinon je vais vous perdre. Quand je suis dans mon tunnel de recherche, après je m'arrête plus. Je pense que vous avez compris le lien entre le système digestif, le cerveau et l'impact de l'inflammation chronique. Si tu veux savoir où tu en es sur ce spectre de l'inflammation, il y a un test très complet dans mon livre. Je veux le préciser ici. On passe à notre prochaine partie qui est les effets de l'inflammation chronique sur l'absorption des nutriments. On a parlé du microbiote qui produit certains neurotransmetteurs. Ce qu'il fait aussi, c'est qu'il joue un rôle clé, le microbiote, dans la dégradation et l'absorption des nutriments et aussi dans la production de certaines vitamines. Or, quand il y a cette fameuse inflammation chronique de bas grade,
l'intestin grêle, il est affecté et il absorbe plus aussi bien les nutriments. Et dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se retrouve avec un phénomène à 2 étapes, en fait, qui mène à des niveaux de vitamines, de minéraux, de nutriments qui sont insuffisants. Pourquoi je dis 2 étapes? Parce qu'aujourd'hui, on a une alimentation qui est pauvre en nutriments, due à l'épuisement des sols, à laquelle s'ajoute, étape numéro 2, l'absorption des nutriments par l'intestin qui est diminuée à cause de l'inflammation chronique. Tu as peut-être déjà entendu la phrase « tu es ce que tu manges », une version plus correcte, c'est « tu es ce que tu absorbes ». Okay. C'est d'autant plus vrai avec l'anxiété, avec toutes les affections mentales. Le cerveau et le système nerveux ont besoin d'être constamment nourris. On pense rarement au cerveau comme un organe, c'est un peu ce truc isolé là, le cerveau, mais c'est ce qu'il est. Et en conséquence, il a des besoins, cet organe, et nous, on doit s'assurer de remplir ses besoins pour mettre toutes les chances de notre côté sur le chemin de guérison sur le chemin de guérison de la santé mentale, en fait. Le cerveau et le système nerveux, ils ont besoin d'être constamment nourris. On pense rarement au cerveau comme un organe. C'est un peu ce truc-là, isolé dans la tête, tout seul, le cerveau, mais c'est ce qu'il est. Et du coup, c'est un organe, il a des besoins, et nous, on doit s'assurer de les remplir au maximum pour mettre toutes les chances de notre côté sur notre chemin de guérison. Parmi les nutriments essentiels à la santé cérébrale, à la prévention de l'anxiété, on retrouve toutes les vitamines du groupe B, en particulier les vitamines B6, B9, B12. On retrouve la vitamine D, la choline, le magnésium, le zinc, le cuivre, les oméga 3 aussi. Pour n'en citer que quelques-uns, bien sûr, la liste elle n'est pas exhaustive, on a besoin en bonne quantité de tous les nutriments. Un point d'attention, si on est plutôt du côté végétal dans l'alimentation, c'est d'avoir assez de vitamine B et de zinc, parce que les concentrations fortes en B2, B6, B9, B12, choline, zinc, c'est beaucoup dans les fruits de mer, dans les abats, donc c'est un peu moins dense nutritionnellement dans les produits d'origine végétale. Alors, on va en retrouver dans les épinards, dans l'avocat, la patate douce, le riz complet, les lentilles, le tofu, tout ça, ça va être intéressant, mais du coup, augmenter un petit peu ces aliments-là pour s'assurer d'avoir bien tout. Ce qu'on voit aussi, c'est le magnésium. Alors, une déficience en magnésium, ça peut aussi entraîner plus d'anxiété. Il y a eu une étude de l'université d'Innsbruck là-dessus. C'est vraiment un minéral, le magnésium, qui agit comme un frein du système nerveux, hein, qui l'empêche d'être en sur-régime. Okay. Et donc, si on n'a pas un niveau optimal de magnésium, c'est vraiment... Imagine-toi, c'est comme si tu roulais sur l'autoroute en première. Ça va pas durer longtemps avant qu'il y ait la fatigue qui s'installe. Et pas que la fatigue, des vagues d'anxiété aussi. Donc magnésium, super important. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui manquent de magnésium parce que, ce que je disais tout à l'heure, les procédés agricoles modernes ont appauvri les sols en minéraux de toutes sortes et dont le magnésium. Donc ça, c'est un peu la mauvaise nouvelle, même si j'ai un bon régime alimentaire, que je fais attention, etc., je peux quand même manquer de magnésium. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de tests fonctionnels qui permettent de tester tout ça. Je veux parler quelques secondes du test HTMA, enfin quelques instants en tout cas. Le test HTMA, c'est un test qui permet d'évaluer de façon vraiment précise les taux de minéraux et de métaux lourds dans notre corps. Et tu vas comprendre pourquoi je vais en parler, parce que j'espère qu'il y a des personnes peut-être qui pourront faire du lien. Le HTMA, ça veut dire Hair Test Mineral Analysis. En fait, on teste les cheveux. Ok. Et donc, c'est un test qui permet de s'assurer qu'on a les quantités adéquates de minéraux essentiels, que les ratios entre eux sont optimaux. Dans cette série, il y aura un épisode avec Marion Baudier de Marion Nutrition qui va nous parler des minéraux et des métaux lourds, donc je lui laisse le sujet, mais je veux raconter mon histoire ici parce que si c'est toi, peut-être que je vais te donner une piste super précieuse. Au début de notre relation avec mon mari, je commençais à accompagner les personnes en coaching de santé. Il a commencé à présenter des symptômes divers. Alors, des symptômes apparemment sans lien entre eux. Hein. Il commençait à être chroniquement fatigué, il avait de l'anxiété, des crises d'angoisse, des maux de tête, une perte d'appétit, des activités bénignes quotidiennes, comme conduire sa voiture, aller au supermarché, ça lui déclenchait des crises de panique. Donc, vraiment,
Il comprenait pas, moi je comprenais pas non plus. Il est allé consulter son médecin de famille qui l'a interrogé sur sa relation avec moi. Vous êtes sûr que ça va avec votre femme? Il lui demandait. Et il voulait lui donner des antidépresseurs. Et à chaque fois, il est retourné, je pense, le voir au moins 3 ou 4 fois parce que ça n'allait pas. Et à chaque fois, la proposition était la même. Donc bon, convaincu que le problème était ailleurs, on a continué à observer. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les symptômes s'intensifiaient après les repas, peu importe ce qu'il ait mangé. Donc ça n'avait pas de sens. Et pourtant, on a fini par faire le lien avec des plombages qu'il avait dans les dents. Des plombages à base de mercure. Et donc, à chaque repas, le plombage était comme un peu sorti de la dent. Il en avalait une quantité infime avec ses aliments. Mais une telle quantité, en fait, ça suffit à provoquer un empoisonnement. Et du coup, grâce au test HTMA, on a pu confirmer nos soupçons et commencer un processus, alors vraiment lent, de détoxification des métaux lourds. Marion en parlera. C'est quelque chose qu'il faut faire vraiment, vraiment lentement, mais c'est ça qui provoquait tous ces symptômes, en fait, et vraiment, vraiment handicapant. Aujourd'hui, tout est revenu à la normale, mais je prends le temps de rapporter cette histoire parce que j'ai vécu au plus près le désespoir de quelqu'un qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui se reconnaît plus. Et c'est ce que vivent de nombreuses personnes qui souffrent d'anxiété chronique, en fait. Et en tant que proche, on se sent hyper impuissant. On comprend pas, je sais qu'on perd patience aussi parfois, j'ai été à cet endroit-là. Donc je peux que vous encourager à prendre le temps et à explorer des pistes physiques aussi de l'anxiété. La différence entre une prise de sang et HTMA, c'est que le test HTMA, il donne une photo beaucoup plus long terme parce que les cheveux, en fait, ça pousse lentement, donc on peut voir vraiment sur 3 mois. C'est beaucoup plus précis là-dessus qu'une prise de sang. Après, c'est pas du tout facile à analyser, il faut vraiment être formé dessus. Donc faut trouver un praticien qui est formé au test HTMA. Et puis un peu le dernier nutriment, la vitamine D, qui connaît un succès saisonnier. En hiver, tout le monde commence à prendre de la vitamine D. Or, elle mérite notre attention toute l'année. La vitamine D, le lien entre vitamine D et anxiété, il a été établi dans des nombreuses études. Il y a une étude tchèque, notamment, des chercheurs de l'université de Prague, qui ont étudié les taux de vitamine D de 3 groupes de personnes. Un groupe qui souffrait de troubles dépressifs, un groupe qui souffrait de troubles anxieux et un groupe contrôle. Et la conclusion de l'étude confirme que les troubles anxieux comme les troubles dépressifs sont associés à des niveaux significativement plus faibles de vitamine D, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Rachna Shashi, qui m'a formée, elle m'a toujours dit, une personne qui vit en ville aujourd'hui doit prendre au moins du magnésium, un complexe de multivitamines et un complexe d'oméga, sinon elle n'aura pas tout ce qu'il faut en termes de nutriments. Et moi, je suis d'accord avec ça, c'est personnellement ce que je fais. Après, si tu as des pathologies ou des symptômes spécifiques, fais-toi accompagner en nutrition fonctionnelle pour pouvoir avoir une complémentation qui est vraiment adaptée et précise. Et on arrive à notre 4e partie sur le lien entre le trauma et le système immunitaire. J'ai exploré le lien entre maladie chronique et trauma dans la série sur la biologie du trauma, c'est l'épisode 59 du podcast, donc je te renvoie vers cet épisode. Ici, je voudrais faire un zoom sur le système immunitaire, puisque quand on parle d'inflammation, c'est bien de ce système dont on parle principalement, même si bien sûr il interagit avec tous les autres systèmes, comme on l'a vu. Le lien corps-esprit, le lien entre les mots physiques et les émotions fait toujours l'objet de grands débats, ce qui est vraiment hyper surprenant pour moi, ça, parce que la littérature est là, elle est là depuis des années en plus. Si tu lis les livres de Gabor Maté, il y cite des études des années 70, des années 80, des années 90. Il y a aussi le livre de Candace Pert qui s'appelle Molecules of Emotions, qui a été publié en 1997. Je veux dire, ça va faire bientôt 30 ans, guys. Entre-temps, il y a eu tous les travaux de Bruce Lipton aussi sur la biologie des croyances, comment nos croyances subconscientes déterminent la façon dont on se sent, déterminent nos émotions et en cascade la santé de nos cellules. Donc il y a tout ça. Malgré ça, il semble qu'il y ait toujours 2 camps, ceux qui y croient dur comme fer, au lien corps-esprit et au lien entre émotions et les mots physiques, et il y a ceux qui n'y croient pas du tout. Donc, si tu fais partie du 2e groupe, tu es complètement libre d'arrêter l'épisode ici. Ou sinon, tu peux demander à ta part sceptique de faire un petit peu de place et écouter l'apport du docteur Gabor Maté sur le lien entre système immunitaire et colère, parce que c'est ça que je vais partager. Pour moi, ce qu'il affirme est plein de bon sens, aussi parce que c'est ce que j'ai vécu personnellement. Donc, dans les grandes lignes,
Voilà ce qu'il dit. Il parle de la fonction de l'émotion colère et de la fonction du système immunitaire et il les met en parallèle. La colère, elle sert à poser des limites quand quelque chose va trop loin. Le système immunitaire, il pose les limites entre le soi, donc le milieu intérieur, et ce qu'on appelle le non-soi. Le soi et le non-soi, c'est des termes scientifiques. Le non-soi, c'est les éléments extérieurs, désirables ou indésirables, mais ce qui ne constitue pas mon organisme. Ok ? Donc il nous dit, Gabor Maté, la colère saine et le système immunitaire ont tous deux la même fonction, qui est de vous protéger. Lorsque vous supprimez votre autoprotection d'une manière, vous la supprimez également d'une autre manière et ce même système se retournera contre vous. Vous avez maintenant ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Donc en fait, il fait le parallèle entre cette émotion de la colère qui permet de dire ça c'est moi, de poser sa limite, parce que poser sa limite c'est quoi ? C'est dire ça c'est moi, ça c'est mon territoire, et ce qui est en dehors de mon territoire reste en dehors de mon territoire. C'est de déterminer qu'est-ce qui peut rentrer, qu'est-ce qui peut entrer à l'intérieur et qu'est-ce qui doit rester dehors. C'est à ça que ça sert l'émotion de la colère. Le système immunitaire, il sert exactement la même chose, distinguer qu'est-ce qui est l'intérieur de l'organisme, le soi du non-soi. Donc Gabor Maté, il continue, il dit « Il a été démontré par exemple que les femmes qui répriment leur colère ont une activité moindre d'un groupe de cellules immunitaires appelées les cellules NK, pour Natural Killer. Ces cellules tueuses naturelles ont pour mission de combattre les envahisseurs étrangers tels que les bactéries, les virus, mais aussi les tumeurs malignes qui sont des corps étrangers dans l'organisme. Ainsi, les personnes qui répriment une colère saine suppriment également l'activité de leurs cellules NK, Natural Killer, ce qui signifie qu'elles sont plus sujettes aux maladies, notamment au cancer. Et il dit ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Donc ici, le lien entre suppression de la colère et suppression de l'immunité qui, selon lui, vont de pair en fait. Il dit « La colère malsaine peut aussi vous tuer. Après un épisode de colère, vos risques de crise cardiaque ou d'accident vasculaire cérébral doublent dans les 2 heures qui suivent, car vous avez maintenant trop d'adrénaline, vos vaisseaux sanguins sont rétrécis, il y a plus de facteurs de coagulation, votre tension artérielle augmente. Une colère malsaine augmente donc aussi le risque de maladie. » Donc ce qu'il nous dit, c'est que la suppression de la colère saine, ça va entraîner la suppression du système immunitaire, donc en fait on est sans protection et donc plus susceptible d'avoir des maladies. Et la colère explosive, ce qu'on appelle la colère malsaine, c'est cette colère complètement non contrôlée, la rage qui explose, n'est pas bonne non plus. Ce qu'on veut, c'est vraiment cette colère saine qu'on puisse exprimer. Ça, c'est un grand travail qu'on fait dans le programme Arise. Petit aparté. Il continue, il nous dit « Je pense que dans l'un de ses livres, Maître Eckhart, donne un bel exemple. Et si les êtres humains étaient comme des canards ? Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage où il parle de 2 canards sur l'étang. L'un traverse à la nage, l'autre nage trop près de l'autre. Le premier canard va alors faire coin-coin, froisser ses plumes et chasser l'autre canard. Mais quand il fait ça, c'est fini, c'est terminé, c'est une colère saine, c'est une limite de défense. » Mais alors Eckhart dit « Et si le canard était comme un être humain ? Une fois l'incident terminé, la colère continuerait et il se dirait « Bon sang, ce type il vient toujours vers chez moi, il l'a fait la semaine dernière, qu'est-ce qui va pas chez lui ? Je parie que la semaine prochaine il le fera encore, je déteste ce type. » Ça c'est la colère malsaine. Donc qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que dans la nature, il prend l'exemple des canards, mais dans la nature, les animaux, quand il y en a un autre qui s'approche trop près, il le chasse ou il grogne un coup, l'autre s'en va et c'est terminé. Ils y pensent plus. Okay ? Les humains, nous, on rumine, ou peut-être on va même rien dire sur le moment, et puis après on le rumine, etc. Et ça, c'est absolument pas de la colère saine qui est exprimée, c'est ou de la colère malsaine, ou une colère qui serait justifiée, mais qui n'a pas été exprimée. Okay. Donc voilà, ça sur le lien entre système immunitaire et colère. C'était juste le petit point émotionnel de cet épisode. Il y a une part de moi qui a envie de dire un peu moins scientifique, mais en fait, pas du tout, parce qu'elles existent vraiment, ces études, sur le lien entre la colère et les types de personnes qui ont tendance à réprimer leur colère et les maladies chroniques. Donc, pour résumer, ce que montrent les études à ce jour sur le lien entre anxiété et
inflammation chronique. De plus en plus de preuves établissent le lien. Ok. J'en ai cité des études. En ce qui concerne les troubles anxieux, là où la recherche s'est principalement concentrée, c'est vraiment sur le syndrome de stress post-traumatique, où là, on a montré qu'il y a des niveaux élevés de marqueurs inflammatoires. Pour le reste, sur le trouble anxieux généralisé, c'est encore des études un peu éparses. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau scientifique pur, on tourne un peu encore autour du pot, on établit plein de liens, mais en prenant quand même des pincettes. Je soupçonne que la prise de pincettes soit liée au juteux marché des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Ça, c'est pour le scientifique au niveau empirique, en tout cas. Donc, ce qu'on peut observer, que ce soit le docteur Mark Hyman, qui est vraiment un médecin hyper connu, puis a suivi des centaines de milliers de personnes, à ce que moi, j'ai pu observer dans ma pratique de façon très humble, le lien, il est clairement établi entre l'inflammation chronique et, je vais élargir même les affections de santé mentale et les améliorations qu'on peut avoir avec des changements au niveau physiologique, de mode de vie, paraissent parfois miraculeuses. Comme je disais dans l'épisode au début, c'était tellement, j'y croyais pas dans ma pratique de coach de santé. Mais ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment des solutions et des solutions pour se libérer naturellement de l'anxiété, à condition de vraiment pas oublier les deux pans de ce travail, le travail somatique et le travail physiologique. On le répétera jamais assez. Mon annonce que j'avais promise à la fin de l'épisode, je suis super heureuse de vous annoncer officiellement que mon livre est à nouveau disponible après plus d'1 an en rupture de stock. Ça a été vraiment une aventure. La maison d'édition a été rachetée par une autre maison d'édition, donc on a relancé tout le processus d'édition depuis le début. J'ai relu tout l'ouvrage, il y a une préface exclusive du docteur Camille Hoffman, médecin généraliste qui fait de la nutrition fonctionnelle, que je remercie chaleureusement pour ses mots sur le livre. Le design, il a été complètement refait, c'est plus du tout le même livre, c'est vraiment comme un nouveau livre, donc j'espère qu'il va vous plaire. C'est un livre que j'ai écrit, quand dans mon activité, j'étais vraiment à la croisée des chemins entre les maladies chroniques et l'anxiété, et donc c'est vraiment un livre sur la partie physiologique. Il y a beaucoup d'explications pour comprendre les mécanismes dans le corps, les mécanismes de l'inflammation chronique. Il y a des recettes, des exercices de respiration, il y a quelques postures d'hatha yoga aussi, parce que ça fait partie de mon background premier aussi. Le livre est disponible partout sur Amazon, sur le site de la Fnac, vous pouvez le commander auprès de votre libraire aussi. Si tu lis le livre, laisse-moi un avis. Quand tu l'auras lu, j'ai hâte d'avoir vos retours à tous, à toutes. Merci pour cet épisode un petit peu plus long. Et à très vite pour un nouvel épisode de Pas de soucis.